Voilà, notre invité dans ce journal, il s'agit du doyen Charles Faye. Le prétexte, vous l'aurez remarqué, c'est cette relation avec la presse et la campagne électorale en vue des législatives du 31 juillet prochain. Quel doit être le comportement du journaliste et de l'ensemble de la presse, le comportement de tous les jours. Pour en parler, nous recevons le doyen Charles Faye. Doyen, bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci d'avoir répondu à l'invitation de Label TV. C'était la moindre des choses, nous le devons à Label et puis aussi aux téléspectateurs de Label TV. Alors, vos premières impressions par rapport à la couverture de la campagne électorale en vue de ces législatives? Déjà, je pense que globalement, la couverture se passe très bien. Les journalistes, les organes de presse, parce que les journalistes, assez souvent, ne font que collecter l'information qu'ils mettent à la disposition de leur rédaction, qui après, elle, apprécie s'il faut la diffuser ou pas. Donc parfois, il faut aussi qu'on fasse un peu la différence. Donc les journalistes sont sur le terrain, il y a une collecte d'informations traitée et bien entendu diffusée maintenant par leur rédaction. Ça se passe bien. Bon, peut-être qu'on peut voir un peu dans le traitement et la diffusion. Peut-être que là, on peut peut-être avoir quelques interrogations que l'on peut se poser. Mais globalement, les gens, la presse est sur le terrain, sans pour autant avoir été, je ne me rappelle pas qu'elle ait été en tout cas financée ou soutenue par une subvention qui lui permettrait d'être à l'aise. Donc, à la limite, quoi, les gens font avec les moyens de bord. Et ça, c'est à faire remarquer. Et il faut féliciter aussi la presse pour le travail qu'elle fait. Effectivement, surtout la presse privée. Hein. En dehors de la RTS, voilà, qui a un calendrier fixe de couverture de tous les candidats, la presse privée, voilà, quelle devrait être son organisation pour, voilà, c'est beaucoup de l'histoire pour couvrir tous les candidats? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a le travail, parce que la presse, il y a le travail qui se fait sur le terrain par le journaliste, donc mandaté, envoyé par la rédaction, en fonction des moyens. Des équipes dédiées. Des équipes dédiées en fonction des moyens mis à la disposition de la rédaction. Parce que quand même, c'est du mouvement. C'est du mouvement, c'est pas sur une seule ère. On se retrouve avec des coalitions, donc il va falloir, heureusement qu'elles ne sont que 8, il va falloir être avec toutes ces coalitions et sur tout le terrain. Donc ça veut dire quand même, quand c'est une télévision comme vous imaginez le nombre de journalistes que vous mettez sur le terrain, le nombre de chauffeurs que vous avez mis, les véhicules que vous avez mis, les caméramans, quand ça passe la nuit dehors, et tout ça, c'est quand même très lourd. Après, maintenant, les privés, et c'est aussi un marché, parce qu'il y a, c'est vrai, on parle de politique, mais c'est aussi un marché. C'est peut-être à ce moment-là où on a des taux d'écoute ou des taux d'audimat qui sont assez importants. Et là, quand même, c'est des espaces qui sont mis sur le marché, à la disposition du marché, par rapport à, comment dire, la communication institutionnelle ou les partenaires sociaux que nous connaissons dans le cadre du secteur privé. C'est un moment aussi de faire son business, son marché pour cela. Donc tout dépend maintenant de la taille des uns et des autres et des moyens qui sont mis à la disposition des rédactions. Absolument. Apparemment, la presse sénégalaise est fort en moins parce que bon, on a vu que quasiment tous les organes de presse sérieux ont envoyé des reporters. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas l'implication des correspondants? Souvent, les correspondants au Sénégal, ce n'est pas des journalistes formés, c'est des enseignants reconvertis Est-ce que cela peut avoir un impact sur la couverture? Oui, c'est vrai que assez souvent, bon, la rédaction centrale décide d'envoyer des journalistes parce que bon, il y a quand même une certaine équidistance à préserver. Ça, peut-être, ce sont les rédactions qui décident individuellement selon les plans qu'elles ont mis en place. Bon, ceux-là qui sont quand même les correspondants, qui sont sur le terrain, ils ne sont pas quand même sur le terrain depuis hier, ils le sont depuis un certain nombre d'années, que nous considérons quand même faisant partie de notre corporation pour la seule et simple raison qu'ils font le travail. Peut-être que ce n'est pas, c'est dans les régions et tout ça, mais disons que chaque rédaction va définir sa politique de couverture d'une campagne électorale en fonction de sa ligne éditoriale, en fonction de ses moyens et tout cela. Et elle dégage tout ce qu'il faut pour cela. Bon, maintenant, c'est voir aussi est-ce que la possibilité est là pour que chaque rédaction ou chaque organe souhaite faire selon ses ambitions. Parce que aussi, par ailleurs, il y a des ambitions que l'on aurait, mais toujours dans le cadre de la diffusion de l'information et de captage de fonds, par ailleurs, qui serait de l'ordre commercial. Effectivement. Pour cette 14e législature, l'enjeu est de taille. Il y a 8 listes, vous l'avez signalé. Les capacités intellectuelles du journaliste à envoyer sur le terrain, est-ce que ça peut peser sur la couverture? Envoyer un reporter plutôt que d'envoyer un journaliste reporter, le choix, comment est-ce que
Voilà. Mais alors là, d'abord, il y a quand même des qualités de rapidité, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus comme, je veux dire, dans un paradigme d'il y a quelques années où il fallait attendre le lendemain pour publier, attendre les éditions là, pour ça faire le journal. Là, c'est en temps réel. Il y a une forte concurrence des sites en ligne, il y a une très forte concurrence et qui vont très vite. Vous imaginez, quand vous êtes à la télé, vous devez attendre 20 heures. Donc votre journaliste, bon, il y a l'information, naturellement, c'est l'information, c'est les faits, mais sa capacité peut-être dans le traitement, et ça, ce n'est plus seulement lui, c'est par rapport aux commandes faites par la rédaction, d'aller au-delà de ce qui a été déjà dit précédemment par un site internet. Et ça, c'est un journaliste qui va très vite, parce que je pense qu'aujourd'hui aussi, bon, qu'il s'agisse de télévision et tout, de quelque organe de presse qu'on est, on a toujours un site en ligne. Donc ça veut dire qu'il y a en temps réel. Voilà, donc il y a une exploitation de l'information en temps T0, temps réel et tout cela. Et puis après, et maintenant, en fonction naturellement de la politique qu'on développe, la politique maison, on fait. Mais le journaliste doit être très rapide, doit être très bon, il doit être très rapide, très bon, très compétitif en termes de diffusion de l'information, tout en restant sur le fait, en ayant une information juste, équilibré. Et c'est un journaliste qui doit avoir beaucoup de curiosité. C'est quelqu'un qui doit... De background. C'est quelqu'un... Bon, on peut envoyer un jeune, mais il est toujours bon. On commence toujours par faire... On fait toujours ses armes. Il faut toujours un début. Et c'est ce qui donne l'expérience d'ailleurs. Et c'est ce qui donne l'expérience. Mais derrière, il y a un coaching. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'envoyer un journaliste sur le terrain et de laisser sur le terrain. Il y a un coaching. Et ça, c'est quelqu'un qui a déjà une expérience, qui a déjà vécu des campagnes électorales, qui peut apporter maintenant tout son bagou, toute son expérience pour aider le junior ou à faire ses preuves, parce que junior sera un jour senior. Bon, donc ce que nous avons fait il y a une trentaine d'années, aujourd'hui, c'est ce que nous donnons aux plus jeunes. Mais il faut un accompagnement qui soit parfois psychologique quand c'est tendu, pour que l'émotion soit dégagée. Quand il y a la violence, comme c'est constaté récemment. Voilà, donc quelle que soit la violence et tout, nous devons avoir suffisamment de sérénité. Nous devons, ça veut dire le ressenti est une chose, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc l'émotion est la chose à dégager, surtout quand on est à la télévision où on sent le journaliste un peu tendu, à la radio, et ça c'est communicatif. Alors qu'on doit le voir souvent dans le sport, voilà. Le journaliste oublie que oui, parce qu'il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion. Bon, naturellement, quand vous êtes devant avec votre équipe nationale qui marque un but, c'est plus fort que vous. C'est difficile de se retenir. Vous appartenez. Mais maintenant, après avoir crié goal, but, tout ce que l'on veut, il faut venir ici à la radio dire comment cela s'est passé. Il faut expliquer après l'émotion. Il faut expliquer. Donc là, surtout dans le cadre électoral, tendu comme ça, il faut beaucoup de sérénité, beaucoup de lucidité et un accompagnement en coaching. L'accompagnement d'ailleurs, est-ce que souvent on voyait dans les rédactions, tous les lundis, il y avait une sorte de formation, revenir sur l'actualité, ça ne se voit plus. Est-ce qu'au préalable, les rédactions préparent le journaliste qui doit aller couvrir la campagne un mois avant, par exemple? Il y a une discussion. Moi, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Mais je sais que tout journaliste qui devrait partir sur le terrain doit être briefé. Il y a un briefing, outillé. Déjà, quel est l'enjeu? D'abord, il y a l'enjeu. Tout le débrief est fait sur ça. Un briefing. On décortique la situation. On lui donne les moyens qu'il faut, la logistique qu'il faut. Mais il y a un échange. Il y a un échange parce que, bon, les politiciens, il y a de la manipulation derrière. Il y a de la manipulation, ils sont très bons et c'est normal. C'est normal. Ils sont dans leur rôle sur un terrain qui est le leur, mais le journaliste... La communication pèse bien dans la campagne. Ils font de la communication. Il faut comprendre que les hommes politiques font de la communication. Nous faisons de l'information. Nous traitons l'information. Donc, nous sommes devant une communication que nous devons traiter, en sachant que la communication est verbale, elle est non verbale aussi. Donc ce journaliste, il doit être quand même bien briefé et voilà, et surtout soutenu, accompagné tout le long du process, parce que quand on est avec des hommes politiques pendant quelques jours, on a tendance parfois à faire des c'est humain, à se rapprocher, à se familiariser. Et l'homme politique, il va jouer sur ça. Justement, le journaliste, il doit pouvoir, tout en ayant très correct, tout cela, mais garder cette équidistance qui lui permettrait de ne pas se tromper et de savoir qu'il est là pour un
but bien précis qui est celui d'informer juste et vrai. Effectivement. Le timing, surtout, je l'ai évoqué tout à l'heure, au niveau de la RTS, chaque candidat sait qu'il a tant de minutes pour faire passer son message. Dans les autres organes, tel n'est pas le cas. Il n'y a pas de favoritisme dans cette campagne-là. Souvent, on voit, voilà, l'information de l'opposition est beaucoup plus traitée que celle du pouvoir. C'est un constat. Bon, alors, disons que si on parle de la coalition... Parce que c'est ce qui vend plus. Souvent. Pas forcément. Ça veut dire que le jeu, c'est cela. Nous avons une coalition majoritaire. Benno Bokk Yakaar, il y en a 7 autres qui veulent prendre sa majorité. C'est sûr. Bon, naturellement, donc si on regarde, si vous faites 5 minutes pour chacun, ça vous fait 40 minutes. Eh bien, on va avoir 35 minutes qui vont taper sur 5 minutes. C'est sûr. Alors du coup, à partir de ce moment-là, on peut reprocher à la RTS, bon maintenant après il y a le montage, après aussi il y a un peu l'originalité. Il y a l'originalité, tout le monde n'est pas tenu de venir de faire les choses comme tout le monde. On a 5 minutes, on peut les faire différemment. Mais ça, c'est l'originalité. Mais à l'arrivée, c'est 35 minutes contre 5 minutes. Effectivement. 35 minutes de l'opposition, 5 minutes du pouvoir. Alors, sur le contenu, souvent aussi les journalistes mettent en avant voilà, le buzz, ce qui va faire polémique, certaines déclarations incendiaires, et on néglige un peu voilà, les programmes des candidats. Là, est-ce que c'est seulement la responsabilité du reporter, mais aussi de la rédaction centrale? Ah non, ça c'est la rédaction, parce que le reporter, lui, il a collecté une information, mais après c'est la rédaction qui a... Il y a des questions, on peut poser aux journalistes sur place, aux reporters, on peut lui demander un certain nombre de choses, voilà, essayer d'avoir à chercher. Ah ben oui, moi, nous, il y a quelques années de cela, quand nous commencions, à l'époque, il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien du tout. Et il arrivait que le rédacteur en chef demande tout simplement le bloc, les notes. Où sont les notes? Et c'est pour voir... Et on demande ça aux journalistes? Eh bien, moi, je demande les notes. Moi, jusqu'à aujourd'hui, quand je lui demande les notes. Parce que vous savez, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de la consommation, mais de la consommation aveugle. C'est facile de tendre, un micro, de prendre, puis après, de s'en tenir au texte liminaire qui a été donné au préalable, ou alors d'amener après la... Souvent, le piège, c'est ça, le texte liminaire. Mais bien entendu, voilà, qui est bien réfléchi, bien orienté, effectivement. Le texte, c'est une communication. Le journaliste, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il assiste à une conférence de presse, il crée après ce que j'appelle la mêlée de presse. La mêlée de presse, c'est après la conférence de presse, on va mettre la personne dans un coin et tout le monde vient lui dire tant que le micro en wolof, ou bien ce n'est plus une conférence de presse, n'est-ce pas? Donc j'appelle ça une mêlée de presse. Donc aujourd'hui, le journaliste, il y a le contexte, il y a un certain nombre de choses, et c'est là qu'il apporte la valeur ajoutée par rapport au site internet, par rapport à, par rapport à la concurrence, et tout ça. Donc c'est un journaliste qui n'est pas inventif, mais qui sait être original. Quand je dis inventif, il n'invente pas les faits. Mais il sait créer de traitement. Il sait. Et en général, les meilleurs journalistes que je trouve pour ces affaires-là, c'est pas parce que j'en suis, mais c'est les journalistes sportifs. Ils sont très, très, très forts. Et ils ont l'habitude de l'action. Ils ont, l'habitude de l'action, mais sur un match de football ou un match de basket, ils sont capables de faire 5 papiers. Ils sont capables de faire le zoom, le portrait, l'angle du match, le fait du match. Et c'est cette capacité à, sur un seul événement, à pouvoir éclater beaucoup d'angles de traitement, finit par donner à ce journaliste un bagou extraordinaire qu'il saurait justement exploiter quand il se retrouve sur d'autres terrains. Et ça donne même de la matière à la rédaction. Absolument. Effectivement. Maintenant, souvent aussi, on donne plus souvent la parole aux candidats, aux politiques, que les populations. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des efforts à faire? Par exemple, la campagne électorale, c'est soit 15 jours ou 21 jours. Là, à mi-parcours, est-ce qu'il ne faut pas aussi donner la parole aux citoyens pour voir quel est l'impact du message véhiculé par les politiques? Moi, je suis totalement d'accord avec vous. L'erreur, c'est de croire que c'est un... L'erreur, c'est de croire que c'est une compétition qui nous met en joute en lice que les politiques. Ce n'est pas vrai, parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même le décompte le comptage, en tout cas, des votes des citoyens. Alors, les citoyens ne sont pas que des consommateurs, ce sont aussi des acteurs. Et parmi, il y a l'opinion publique qui est là aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui fait que les hommes politiques ou les coalitions tiennent toujours le même discours. Parce qu'on ne l'apporte pas une contradiction. Effectivement. Par ailleurs, par exemple, moi je le disais hier seulement, je suis quand même déçu de voir un certain nombre de choses qui sont dites qui n'apportent absolument rien aux chercheurs, à l'étudiant. Parce qu'il me faut quand même, dans une situation globale, aujourd'hui, tout ça, il faut quand même un certain nombre de choses. Et les hommes politiques doivent avoir une lecture pour une politique intérieure, une politique étrangère, et tout ça. Et ça, c'est très négligé durant cette campagne-là.
et ça, c'est pas la faute du journaliste, quoi. Parce que je dis encore une fois, c'est quelqu'un qui est envoyé sur le terrain, mais derrière, il y a une rédaction qui doit pouvoir être originale, inventive, afin d'associer comment dire, les électeurs, les Sénégalais qui vont devoir voter, pour voir eux-mêmes qu'est-ce qu'ils souhaitent. Il y a les leaders d'opinion, il y a des associations consuméristes. Je vois que quand même, sur les chaînes, quand même, on invite plus ou moins des personnes de la société civile, mais il faut aller encore beaucoup plus loin dans les questions et sortir du buzz. Le buzz, on n'en a pas besoin. Parce qu'à l'école, on nous apprend que voilà, le rôle du journaliste, c'est aussi éduquer et informer, voilà, donner des orientations sur voilà, la campagne. Est-ce qu'aussi on ne subit pas le dictat des politiques? Souvent, ils ne parlent que des sujets dont ils veulent parler. Il y a, par exemple, actuellement, il y a les cas de Covid qui sont en hausse. Est-ce qu'il n'appartient pas aux journalistes aussi d'imposer une orientation aux politiques, parler des cas de Covid en pleine campagne électorale, par exemple? Mais oui, parce qu'en fait, bon, le politique, l'homme politique, le politicien, tout ce que l'on veut, il est dans sa logique, il est dans sa communication. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Il est en quête d'électeurs, de voix qui vont leur accorder leur faveur. Donc il est dans sa logique. Maintenant aux journalistes de comprendre, et ça le journaliste qui est quand même jeune, qui assez souvent, n'oublions pas, on oublie assez souvent que 77% de la population sénégalaise a moins de 30 ans. Donc allons dans les rédactions et regardons qui sont dans les rédactions, on verra que des jeunes. Donc il va falloir peut-être discuter afin que la presse et aussi en pouvoir. Moi, je considère que la presse est un quatrième pouvoir, et le quatrième pouvoir, et même au vu de ce qui se développe ces derniers temps, on voit que le pouvoir judiciaire est obligé d'expliquer. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des choses qui se disent sur la place publique, et donc la presse arrive à obliger un politique à se réajuster, parce que l'opinion publique est là. Donc le journaliste qui a conscience de ce qu'il représente dans la société et en termes de pouvoir. Être la voix du peuple imposée. C'est quelqu'un qui en impose, qui en impose et qui demande à ce que les choses soient clarifiées dès le départ. Il n'a pas à être pour ou contre, il clarifie les choses et il invite. Maintenant, si vous n'acceptez pas de répondre à une invitation, vous prenez le risque. Et je suis en train de constater qu'on arrive aujourd'hui à vouloir créer quelque chose de totalement nouveau qui consisterait à ne pas être en face, voire même à tuer la presse pour peut-être une autre presse. N'est-ce pas? On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord, ne pas accompagner les titres, être totalement en désaccord avec le titre, mais c'est quand même derrière des projets. Effectivement. N'est-ce pas? Donc la presse doit prendre conscience qu'elle est en pouvoir, elle doit l'assumer et elle doit le démontrer. Ne pas subir la pression de ce qu'il puisse venir. Le journaliste qui est sur le terrain, il a une pression qui lui est mise par son rédacteur en chef ou son chef de desk. Et par les politiques aussi. Il ne doit avoir aucune pression de ce côté-là. Celui qui est sur le terrain, il a la pression de sa conscience. Il a la pression de la compétitivité. Il a la pression de la concurrence. Tout cela. C'est-à-dire, j'ai une information, je suis avec Khalifa sur le terrain, il a un site, j'ai un site. Qu'est-ce que je vais faire pour aller avant Khalifa? C'est normal. Maintenant, est-ce qu'il faut aller vite et dire n'importe quoi? Ça, c'est pas normal. Donc voilà, donc le journaliste est déjà sous pression. Maintenant, derrière, il y a tout cet accompagnement et cette prise de conscience que nous sommes un pouvoir. Khalifa, la presse est un pouvoir. Il faut qu'on en ait conscience. Une prise de conscience il faut qu'on en ait conscience. Nous sommes de grands monsieur, nous sommes de grandes dames. Si maintenant nous n'agissons pas... Et l'expérience l'a montré au Sénégal, le rôle de la presse en 2000, en 2012. C'était de grands monsieur, de grandes dames. Effectivement. Est-ce que maintenant on retrouve cette même ressource humaine dans la presse là? En 2000, il y avait des ténors de la presse. En 2012 aussi, mais bon. Est-ce qu'en 2022, aujourd'hui, les journalistes ne sont pas trop jeunes pour déjà connaître l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé réellement en 2000, en 2012, en 62 par exemple, plus loin? Est-ce que le journaliste actuel a ce background-là qu'il faut pour imposer un certain nombre de pouvoirs comme vous dites? Moi, je crois que le journaliste aujourd'hui est mieux outillé. Il a des outils que nous n'avions pas. Il y a l'Internet déjà. Nous, c'était le bloc-notes et le bic. Vous imaginez prendre des notes comme ça. Il fallait ruser d'intelligence pour les abréviations, pour voir comment on pouvait, certains même inventer des choses pour pouvoir se relire après. On n'en est plus là aujourd'hui, le journaliste. Il a tout. Il va beaucoup plus vite aujourd'hui, le journaliste. Maintenant, peut-être que ce que je peux constater aujourd'hui, c'est qu'il y a un déficit de la maîtrise du registre français. Ah, d'accord.
Pour moi, ça, c'est un véritable... Quasiment dans tous les secteurs. Voilà, et ça, pour moi, aujourd'hui, dans un pays où on enseigne la connaissance, la transmission de la connaissance est faite en français, je pense que c'est ça le vrai problème. La base, c'est maîtriser d'abord la langue. Je pense que la maîtrise de la langue, si c'était en Wolof, si on avait appris en Wolof, il n'y aurait pas de problème. Mais nous apprenons en français, nous devons faire les choses, nous devons dire les choses en français. Et c'est là que le problème peut se poser. On a un problème de registre, on a un problème d'expression. Et après, c'est ce qui amène, qui peut développer chez le journaliste un certain type de complexe, alors qu'il est bon. Effectivement. C'est pas qu'il est mauvais, mais il peut développer. Le blocage de la langue, souvent. Le blocage de la langue. Et ça, je le constate chez beaucoup de jeunes. D'accord. Surtout pendant les conférences de presse, là, souvent on entend des questions, voilà. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et ça, c'est une invitation que je fais aux journalistes, aux jeunes journalistes. Ils ne sont pas mauvais. Non. Il y a, du point de vue psychologique, c'est là qu'il y a quelque chose qui ne se va pas. Ils sont bons. Si on devait faire les choses en Wolof, on leur avait transmis les choses en Wolof, vous allez voir que ça allait très 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 vite. Mais il y a ce blocage et il va falloir que nous en parlions parce que nous avons besoin... Sans complexe surtout. Sans complexe, que nous en parlions parce que le monde de demain, c'est un monde d'anglais, c'est un monde de français quand même, quoi qu'on dise. Et voilà. Et on peut être appelé à couvrir un événement en Gambie par exemple, là-bas c'est l'anglais. C'est l'anglais. Il va falloir qu'on soit très bon et il va falloir qu'on aille rentrer dans la structuration. Voilà, donc le journaliste pour moi d'aujourd'hui, voilà, le jeune journaliste, l'invitation doit s'ouvrir. Maintenant, est-ce que ce jeune journaliste-là fait l'effort de s'améliorer? Là, des journalistes comme moi qui viennent de sortir de l'école, qui ont peu d'expérience, nous sommes souvent obnubilés par cette recherche de célébrité. Est-ce que ça aussi, c'est pas... Être célèbre, la célébrité est une construction. D'accord. Vous savez, je dis tout le temps aux gens, le champion, c'est le palmarès qu'il fait. D'accord. La star, c'est les médias qui la construisent. Vous pouvez être une star sans être un champion. Effectivement. Moi, je préfère être un champion de la presse qu'être une star. Parce qu'une star, vous ne savez pas c'est à quelle fin. Vous ne savez pas quelle star vous êtes. Vous pouvez être une star éclairée, vous pouvez être une star sombre, vous pouvez être tristement une star. Mais un champion, vous vous construisez, c'est un palmarès. Vous prenez le temps. Vous prenez le temps de vous construire. Vous vous documentez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autre chose que je remarque chez nos journalistes, ça veut dire dès qu'on sort du Sénégal, on est mort. On ne sait rien de ce qui se passe dans la sous-région. C'est-à-dire en termes de géopolitique. Aujourd'hui, personne ne parle de géopolitique. Comment peut-on Alors qu'on est dans un monde mondialisé. Mais comment peut-on penser que nous allons faire des élections qui n'intéressent que le Sénégal? Sans l'influence de... C'est pas vrai. On en a vu même qu'aux États-Unis, voilà, il y a l'influence russe et autres. Ce n'est pas vrai. Effectivement. Donc on ne peut pas faire aujourd'hui de la politique sans géopolitique. On ne peut pas être journaliste sans une maîtrise quand même d'une géopolitique, ne serait-ce que sous-régionale. Je veux dire, il y a quand même des choses qui relèvent. Bon, surtout pour les journalistes économiques et politiques. D'accord. Bon, les sportifs, en général, je vous dis encore une fois, ils peuvent vous parler. Sont obligés de connaître. Mais oui, parce qu'ils vous parleront tout de suite de... Vous prenez un journaliste sportif, vous lui dites qu'on veut voir, il vous donne des noms. Voilà, c'est sûr. Vous allez voir... vous voyez, donc il y a quand même... Dans la politique, dans l'économie, si on interroge quelqu'un sur, voilà, qu'est-ce qui fait l'actualité en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina, Nigeria, ce n'est pas évident que le journal soit bien informé. Et au-delà même de l'information, les enjeux, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a l'information, mais après, il y a à aller beaucoup plus loin que ça pour comprendre les enjeux, afin de pouvoir être invité. Moi, je serais très heureux de voir nos jeunes journalistes être invités sur n'importe quel plateau étranger, et qui, dans des questions sénégalaises, voire des questions sous-régionales, voire africaines, voire même internationales, seraient très à l'aise. Et ça montrerait un niveau. Et ça, pour moi, c'est le travail pour lequel... Et c'est pour ça que la presse est en pouvoir. Il faut maîtriser ces choses. Est-ce que aussi l'occasion leur est donnée à cette jeunesse-là de s'exporter vers l'extérieur? Est-ce que dans les rédactions, on permet à un jeune journaliste de s'épanouir, par exemple, de voyager? Parce que souvent, c'est accaparé par les anciens. Dès l'instant qu'il faut sortir du Sénégal, on privilégie le... Voilà. Ça, c'est de vous poser une question qui relève du leadership. Le leader, c'est celui qui arrive à mettre tout le monde à son niveau. Le leader, c'est pas un chef.
Le leader, c'est celui qui amène à dire « allons-y ». Il y a un fossé entre leader et chef. Oui, il y a un grand fossé. Le leader, c'est celui qui sait qu'il a besoin que ses journalistes soient très très bons dans le cadre de notre profession. Quel est un bon journaliste sur la durée? C'est quelqu'un qui a non seulement une expérience locale, mais sous-régionale, voire internationale. Et il ne peut avoir cette expérience-là si vous ne la voyez pas sur le terrain. Maintenant, si vous inscrivez ce qui est grégaire, ça veut dire ce qui est alimentaire, si vous allez vous battre pour arracher à ce jeune journaliste un per diem, ou parce que vous avez envie de voyager, c'est que vous n'avez rien compris à votre mission. Il faut prendre de la hauteur souvent. Il faut prendre la hauteur, mais un bon leader, c'est quelqu'un qui arrive à rendre sa rédaction absolument compétitive au bout de 2-3 ans, quand surtout l'opportunité se présente. Moi, voilà quoi, je ne me souviens pas en tout cas avoir voyagé depuis 10 ans pour couvrir quelque chose d'interne. Tous ceux qui en travaillent, parce que c'est comme ça qu'on doit, c'est même au-delà. L'occasion aux jeunes, voilà. C'est beaucoup plus que cela d'ailleurs. Oui, parce que c'est comme ça que, c'est comme ça, c'est comme. C'est même dans la formation. C'est dans la formation, absolument rien de. Un journaliste qui, pour devenir très bon, mais c'est un journaliste qui a besoin de bouger. Sur le plan local, c'est un journaliste qui a besoin d'aller dans de connaître les régions, même si nous avons des correspondants, parce que son recul, le recul qu'il a vis-à-vis de la situation, le ressenti qu'il a, après le traitement qu'il va en faire, non plus par le ressenti seulement, parce qu'il peut apporter quelque chose d'autre. Tout ça, c'est des expériences considérables. Après, c'est dans la sous-région, c'est l'international. Voilà. Je rappelle que nous recevons dans l'invité du journal notre doyen Charles Faye, et c'est pour parler du comportement de tous les jours de la presse sénégalaise vis-à-vis de la politique, vis-à-vis de toute l'information qu'il y a tous les jours. Alors revenons dans le contenu de la campagne électorale. Souvent j'entends des députés dire que voilà, une fois élus, nous allons faire ceci, faire ceci, faire ceci, alors qu'il n'appartient pas à un député de construire un puits dans un village, par exemple. Et là, c'est dit voilà, avec le micro d'un journaliste. Est-ce qu'on doit laisser voilà, ces choses-là passer? Il y a ce que je dis, il est dans sa logique de communication. Maintenant, le journaliste, c'est à lui quand même de lui dire, écoutez, c'est bien beau ce que vous dites, mais bon, moi, ma question, elle est celle-ci. Le journaliste peut sortir de là-bas sans rien avoir aussi. Et il peut sortir sans rien avoir, mais est-ce que ça vaut la peine après de s'attarder tout sur ce qui a été dit et que l'on sait très bien étant totalement... c'est pas possible. Donc voilà, donc ça, c'est dans le briefing, comme je le disais, du journaliste et après du traitement que l'on fait. Et assez souvent, on tape sur le journaliste, mais il y a un traitement derrière. Il y a quand même le traitement et on peut aller au-delà dans certaines choses. Donc, l'homme politique qui veut devenir député, qui dit... Jusqu'à promettre des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Voilà. On attend de cette décoalition qu'elles se battent pour prendre la majorité. Et peut-être à partir de la majorité, elles peuvent se retrouver... Instruire le gouvernement à faire certaines Voilà, c'est ça. Elles peuvent même être au sein du gouvernement. Et à partir de ce moment-là, effectivement. Donc, c'est des questions... de bonnes questions qu'il faut savoir poser. Oui, c'est sûr. Alors, la campagne, comment dirais-je, est pleinement vécue au Sénégal. On a vu aussi une violence qui est mise en avant beaucoup plus que les enjeux locaux. Parce que bon, je me dis que quand un journaliste accompagne une coalition dans une région, on doit aussi pouvoir faire sortir les attentes de ces populations-là pour ces futurs députés-là. Mais absolument. Mais absolument, c'est les députés... Je veux parler du traitement décalé. Est-ce que le journaliste doit seulement aller recueillir l'information que, voilà, sur les orientations, le candidat il a un programme, il peut visiter un quai de pêche, un marché, les écoles. Maintenant, la rédaction, est-ce qu'il ne peut pas avoir des orientations décalées, aller voir réellement les attentes des populations pour venir exposer cela? Mais bien sûr, aujourd'hui, quand vous regardez les coalitions, vous savez qu'il y a des coalitions qui sont sur 26 départements, d'autres sur 8, d'autres sur... Il n'y a pas un maillage de toutes les d'autres sur 46, mais en fonction de leur intéressement, vous allez vous poser des questions en allant aussi bien des coalitions qu'aux populations, qu'aux masses votantes. Donc, il y a... Et après, comme vous dites, il y a quand même des niches, quoi. Je veux dire, il y a des secteurs. Vous allez à Kédougou, on ne va pas parler de pêche. À Kédougou, on parlera d'agriculture, on parlera de mines, on parlera de choses comme ça. Vous irez ailleurs, vous irez à Kaolack, on parlera du port sec, on parlera de la saleté, on parlera d'un certain nombre de choses. Chaque région ayant sa particularité et en ses réalités. Et donc, il faut les interroger sur ces choses. C'est pour ça que je dis, je suis assez
voilà quoi, déçu un peu du niveau des discours, des débats que je trouve... On ne parle que d'invectives, c'est responsable à dire ceci, la réponse va certainement suivre. Est-ce que ça, c'est pas le dictat aussi de la presse en ligne qui est à la recherche du clic? Il y a aujourd'hui le Sénégal, la transformation de notre pays. Ça veut dire que notre pays, en quelques années, a basculé dans une sorte de pensée unique. On est pour ou on est contre. Effectivement. Et on va amener les journalistes sur ce terrain. À adopter cette même position là. Alors que nous n'avons pas à être pour ou contre. Ce n'est pas notre problème, ça. Je veux dire, il y a des gens qui compétissent là, des politiques qui compétissent. Nous sommes sur la compétition du traitement des faits. Voilà, et les Sénégalais, mais il y a une transformation qui est en train de se produire dans ce pays pour la seule et simple raison, à mon avis. Ce qui faisait la force du Sénégalais, c'était sa bienveillance. On nous disait quand même le pays de la terre en gars. Je ne vois plus de bienveillance chez nous. Moi, je vois de la malveillance. Pour moi, il y a de plus en plus de malveillance dans notre pays. C'est un pays où on parle beaucoup de religion, mais où la spiritualité est très faible. C'est sûr. Regresse en tout cas. Elle est regressante. Il y a des points sur lesquels nous, Sénégalais, et le journaliste, il ne peut pas échapper parce qu'il n'est pas en dehors du système. C'est un produit de la société, c'est un produit de l'école sénégalaise et ça donne ça. Donc nous sommes tous logés à la même enseigne aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Étant dans l'incapacité d'apporter un argumentaire fort, d'ailleurs, c'est pas compliqué, vous faites quelque chose de très sérieux, on ne vous regarde pas. C'est sûr. Vous dites quelque chose qui fait le buzz, tout le monde vient vous voir. Ben, ça veut dire qui nous sommes devenus. Donc voilà quoi. On répond à une demande de la société. Il y a une transformation. À mon sens, il y a eu une révolution sous-culturelle qui s'est passée au Sénégal, que personne n'a vu venir, et qui a fait que nous avons inversé une pyramide, et nous avons permis à tout le monde de dire n'importe quoi, ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde dit n'importe quoi, ceux qui savent parler. On va revenir sur qui doit être journaliste, qui ne l'est pas. Mais vous avez dit une chose de très importante, c'est que maintenant au Sénégal, on est obligé soit d'être pour ou contre. Est-ce que cette situation-là n'est pas née de l'engagement politique des journalistes? Non, les journalistes ont toujours fait. Il y a des journalistes qui ont toujours fait de la politique. C'est vieux comme depuis que le métier existe. Mais à des proportions minimes maintenant, c'est quasiment... Non, maintenant le journaliste honnête, c'est le journaliste qui a décidé de faire la politique qui quitte sa rédaction. Ça existe au Sénégal. Grand Abdoulatif Coulibaly, on peut tout lui reprocher, mais il a quand même quitté les rédactions. Il a assumé. Et on doit respecter ce monsieur pour avoir assumé. Effectivement. Par contre, d'autres restent dans leur rédaction, mais c'est pas des journalistes. Adoptent quasiment la casquette du politique. Ce n'est pas des journalistes, ce sont des soldats à la solde de... Voilà. Et quelles peuvent être les conséquences de cela? Parce qu'on ne pourra plus identifier qui est journaliste réellement neutre, équidistant et du pouvoir, de l'opposition, du public. Ça veut dire que le journaliste peut avoir une sens... Un journaliste peut être de gauche, il peut être de droite. Vous allez en France, vous verrez les titres qui sont de gauche. Aux États-Unis, vous verrez ça, vous verrez toujours ça. Mais nous sommes là dans l'explication. Nous sommes là dans des thèses. Nous ne sommes pas sur des attaques personnelles. Alors qu'au Sénégal, il ne s'agit pas de ça. On ne défend pas des thèses. Ou alors, on n'explique pas des thèses. Là, nous sommes sur des idéologies, par exemple. On n'est plus dans ça. Bon, les idéologies, n'en parlons même plus. Là, nous sommes sur la personne. Je veux dire, c'est Khalifa, des jugements de valeur, c'est des attaques, ça veut dire c'est votre intégrité physique, c'est cela. Donc on a, et ça c'est une question de niveau. Et c'est pour cela que je disais, c'est pour ça que je parle de révolution sous-culturelle qui s'est passée. Parce qu'en allant vers cette nouvelle identité que c'est normal, nous sommes des Sénégalais, nous parlons Wolof et tout ça, ce n'est pas transmis dans cette langue-là quand même, quoi qu'on dise. Et donc du coup, on est à mi-chemin, on ne parle plus. Et donc comme je ne sais pas, quand vous me dites un certain nombre de choses, je vous dirais oui, mais bon, du point de vue de ce que vous dites, j'aimerais savoir aujourd'hui dans la politique étrangère, quelle Assemblée nationale on pourrait avoir par rapport à une situation globale qui se passe autour de chez nous, comment le Sénégal pourrait... Eh bien, on vous dira oui, mais c'est sans intérêt. Alors que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est sûr. Mais bon, on préférera dire, que pensez-vous, par exemple, de Macky Sall, ou que pensez-vous d'Ousmane Sonko à Thiès? Eh bien, c'est plus facile. Effectivement. C'est plus facile. Il y a une facilité, une paresse qui habite quasiment l'essentiel des journalistes. On va revenir sur ce point-là. Le journaliste au Sénégal,
on en a vu, hein, il y a beaucoup d'écoles, à part l'école de référence, le CESTI, il y a beaucoup d'écoles de formation qui forment des journalistes. Chaque année, c'est des centaines de journalistes qui sont mis sur le marché. Là, la responsabilité, c'est les rédactions qui prennent tout ce qui leur est proposé, ou bien c'est l'État qui doit réglementer ce secteur-là. Je rappelle qu'on a voté le code de la presse. Oui, le journaliste, encore que le journaliste sénégalais, il faut voir qu'il est meilleur que pas mal de journalistes de la sous-région. Ça, moi-même, j'ai fait le constat. Je peux vous le dire. C'est une réalité. Ce qui se passe, ça veut dire que, pour moi, derrière ma lecture des choses, c'est qu'un média a un capital derrière lui. Au Sénégal, le capital n'est pas derrière le média. Les moyens, vous voulez dire? Oui, le capital. Le capital, je parle du secteur privé, donc du business. Qui est là. Quand vous allez voir à qui appartiennent certains titres européens, américains, vous verrez des capitaux derrière. Effectivement. Pour recruter une ressource humaine adéquate. Oui, des capitaux. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous dis pourquoi on fait un journal télévisé à 20h, les gens ne savent pas. Pourquoi on fait un journal parlé à 12h, à 13h? Mais parce que tout simplement, on le fait au moment où le travailleur est en pause, par exemple. Est en pause. Donc ça veut dire que le média, le capital, passe par le média pour parler à ses travailleurs et pour vendre aussi à ses travailleurs. C'est comme ça que vous verrez des voitures venir en publicité, que vous verrez le secteur alimentaire, le secteur cosmétique et tout ça. Mais écoutez, si vous voulez que tout le monde regarde la télé du matin au soir, personne ne travaille. Ce n'est pas possible. Donc c'est le capital qui est derrière le média, c'est le capital qui est derrière. Alors chez nous, regardons quels sont les capitaux qui sont derrière les médias. Et après, on est étonné de ce que nous avons. Vous allez regarder les journaux de la place, vous serez très surpris de ne pas voir de l'économie. Personne ne titre sur l'économie. Vous titrez sur l'économie, personne ne vous achète. Pourtant, on a le gaz, pourtant, on a le pétrole. C'est paradoxal, hein, vraiment. Jamais, des routes sont faites. Pourtant, elles apportent beaucoup. On sait que les routes sont essentielles. Le développement passe par les routes. Eh bien, vous ne verrez pas de papier. Ça n'intéresse personne. Bon, ça vous dit, ça montre un peu quel est le problème que nous avons aujourd'hui. Le capital n'étant pas derrière, ayant des hommes politiques parfois, ou alors des gens qui cherchent... C'est seulement eux qui investissent dans la presse, souvent. Investir, oui, qui mettent en place des choses. Investir, c'est souvent... Ici, c'est... Voilà, regardons ici qui a investi ici. D'un journaliste. C'est l'investissement d'un journaliste. Il doit se battre tous les jours pour chercher des partenaires. N'est-ce pas? C'est pas évident. C'est pas évident. Pourtant, bon, peut-être aussi que nous sommes que 17 millions, avec 77% de Sénégalais qui ont moins de 30 ans. Donc, il y a des réalités aussi avec lesquelles il faut compter. Effectivement. En tout cas, on n'aura pas évacué tous les sujets au menu pour, dans cet invité du journal. En tout cas, merci Doyen Charles d'avoir répondu à l'invitation de Sous nos labels. C'est moi qui vous remercie et puis bon, je vous souhaite en tout cas de très bien continuer parce que ça fait que du bien de savoir qu'il y en a de plus. Voilà. Inch'Allah, nous sommes dans cette dynamique. Voilà, c'était l'invité du journal, le Doyen Charles Faye. Le prétexte, c'était de parler du rôle de la presse dans le cadre général, les élections locales, du traitement de l'information au Sénégal dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.